Aujourd'hui à l'essai, nous avons la chance d'avoir ce petit bijou. Ce petit bijou qui malgré tout a 15 ans. Ce petit bijou qui est de 2005, qui a plus de 160 000 km. Vous savez, ce petit bijou, on nous dit souvent « Oulala, l'IMS, oulala, les plastiques dedans, je ne te conseille pas ». Aujourd'hui, quel prix vaut cette voiture d'occasion? Quels sont les vrais problèmes après 15 ans? Et vous savez quoi? Je pense que le plus simple, ce serait pas de l'essayer. Aujourd'hui, une 911 de type 997. La voiture a plus de 15 ans. On est sur une fourchette d'environ 30-35 000 euros. La voiture a plus de 160 000 km. On entend parler aussi de l'IMS. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. On entend parler des plastiques qui se détériorent. Je sais pas si ça vous dit également quelque chose. On est sur une phase 1, sur une construction moteur de novembre 2005. Je vous dis novembre 2005 car ça a son importance liée à l'IMS. Mais ça, on revient un peu plus tard là-dessus. Au niveau des rangements, au niveau de la solidité, est-ce que la voiture après 15 ans est plus de 160 000 bornes? Est-ce qu'il y a des bruits un peu partout? Est-ce qu'elle démarre mal? Est-ce qu'elle démarre bien? Comment on est? Est-ce qu'on achète aujourd'hui cette voiture, oui ou non? Donc ce modèle-là est doté de la boîte Tiptronic. Vous savez, on en a souvent entendu parler. Oui, mais maintenant il y a la PDK, la Tiptronic, elle vaut rien. Attendez les amis, en 2005, la Tiptronic c'était une référence. Hein. Là, imaginez, on est en mode automatique. Ok, on se promène, on n'a pas des envies folles de circuit ni de performance. La boîte de vitesse, elle est agréable. On est à 80 à l'heure. C'est la limitation, ça tombe bien. Pour le coup, la voiture elle se met en 5e nickel. Par contre, si j'accélère vraiment un peu plus fort, déjà j'ai à peine accéléré, qu'elle m'a tout de suite remis en 4, j'ai décéléré qu'elle m'a remis en 5. Vous avez vu, ça a pris 2 secondes 5. Et si je vais rapidement au fond, putain, là elle vient de me mettre en 2e. Et là elle est fine énervée. Ouais, j'ai même pas touché le pommeau de vitesse que la voiture, cette fameuse boîte Tiptronic, elle comprend par rapport à mon appui sur la pédale, dans quelle dynamique je suis. Est-ce que je suis dans une dynamique cool et là je laisse couler, ça roule, c'est nickel? Est-ce que bah tiens je veux doubler donc j'accélère un peu, là elle m'a remis en 3, j'accélère, c'est nickel. Et est-ce que putain je suis pas énervé? Putain j'appuie, ah bah là on est en 2, on est en mode compétition. Allez c'est bon, le compteur a déjà bien explosé. Donc oui, cette boîte Tiptronic en mode automatique, en mode D, elle est bien. Elle est bien, en fait, on a l'impression qu'elle est intuitive. Mais vraiment, ça veut dire que je ne touche même pas le pommeau. Et suivant l'action que j'ai sur la pédale, la bagnole, elle comprend. J'appuie rapidement dessus, elle dit ah bah il est énervé celui-là, allez paf, je mets la 2, on enquille. J'appuie un peu plus fort dessus, elle se dit ah bah là il veut juste accélérer un peu plus, je baisse qu'un seul rapport. Et j'appuie rien, je laisse couler, au bout de quelques secondes elle passe en 5 en se disant bah ouais, comme ça il consomme rien. Eh, génial. Et au niveau de la consommation, bah on peut en parler un petit peu. Est-ce que ça consomme énormément? Est-ce que ça consomme un petit peu? Est-ce que ça consomme moyennement? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle que dans cette voiture, on est quand même sur des moteurs qui sont haute performance. C'est un 3,6 litres pour 3600 cm3, ce qu'on appelle le flat 6. Alors pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, il y a le moteur linéaire, les pistons sont les uns derrière les autres, et on entend souvent parler du V6, V8, etc. Bah, le principe du flat 6, c'est un V, mais à plat, avec les pistons qui sont finalement à l'opposé, mais complètement plat. Flat 6. Donc ce moteur là, je dirais qu'on est sur la 997 entrée de gamme. Donc dans l'entrée de gamme, on a le moteur entrée de gamme, 325 chevaux, bah sans déconner,
il va très très bien. Je veux dire, même sur circuit, je me suis retrouvé, alors vous regarderez dans mes vidéos sur la playlist de devenir pilote, il y a une playlist où c'est écrit circuit de Bourbonnais, je vous mets le lien au-dessus. On s'est retrouvé avec des voitures de course de côte, donc totalement préparées. Avec ce modèle-là, bah, c'était exactement celle-ci. Bon bah écoute, les courses de côte pour le niveau moyen était à 1,19. Moi qui suis niveau moyen, j'étais à 1,22, voire 1,21. Franchement, 325 chevaux aujourd'hui sur un circuit assez court, c'est amplement suffisant. Donc si tu achètes cette voiture en te disant je veux chercher le pain, je veux voyager, et en plus là je veux aller sur le circuit, franchement n'hésite pas, hein. Tu es à 30-35 000, en plus elle a les optiques, titre de la grenouille, la fierté des 911, tu as le premier modèle accessible, bah fonce quoi. Puis niveau consommation, aujourd'hui, alors je sais pas à quelle période tu regardes cette vidéo, mais aujourd'hui, sur un plein, c'est une soixantaine de litres, il me semble, mais on est aux alentours de 90 €. Ben, si j'utilise la voiture, je la démarre, je vais chercher le pain, je réteins, j'allume, je redémarre. En fait, je sollicite beaucoup le démarrage et l'extinction du moteur avec des trajets courts où elle va revenir au point mort, changer de vitesse, etc. Ouais, je pense qu'avec un plein, tu fais 450 km. Par contre, trajet autoroute ou autre, là, je me suis retrouvé à taper presque 600 km. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Donc au niveau consommation, elle est plus que correcte. Mais vraiment, elle consomme comme tout moteur de 3,6 litres, j'ai envie de te dire. Mais elle consomme pas plus que ça. C'est pas un gouffre d'essence de dingue, quoi. Par contre, c'est du 98, évidemment, à la pompe, c'est un peu plus cher. Mais ça, après, quand tu commences à acheter une 911, j'ai envie de te dire, c'est voilà quoi. Enfin, achète pas une 911, c'est pour mettre du diesel dedans, quoi. T'as compris, ça fonctionne pas. Bah, du 95, c'est un peu pareil. Roule un peu moins, mais mets de la bonne cam à l'intérieur. Donc voilà. Donc en termes d'achat d'occasion, ça vaut le coup. Maintenant, on va parler de, vous savez, l'IMS. Oh là là, est-ce que j'achète une voiture où l'IMS, le moteur, il peut casser du jour au lendemain? Ouais, c'est vrai, il peut casser du jour au lendemain. Mais en même temps, il peut ne jamais casser et tu peux très bien prendre un fossé et ta voiture, elle est morte pareil. Donc tu as autant de chances de péter ta bagnole que de péter avec l'IMS. Par contre, quand même, il est vrai que dans l'IMS, il y a un arbre. Hein, c'est d'ailleurs la définition de l'IMS, je te le marque ici. Et ben, cet arbre-là fait 8 mm jusque mai 2005. Ça veut dire qu'après mai 2005, ils sont passés d'un arbre de 8 mm à 12 mm. Ça a une incidence en fait également, alors déjà sur la rigidité de l'arbre, ça évite que lui-même casse, mais ça a également une incidence sur la taille du roulement, qui sera avec un peu plus de billes et beaucoup plus petit. Donc du coup, sur les modèles après 2005, l'IMS, je dirais que tu n'y es pas trop assujetti, quoi. Un petit peu si tu as vraiment absolument pas de chance, mais tu peux aussi casser le moteur sans ça. Tu peux aussi te prendre un pavé, un poteau. Donc si tu hésites sur ton achat, regarde juste l'année de fabrication, et si tu es sur mai après, alors pas l'année de mise en circulation, j'insiste, mais vraiment la fabrication. Il faut relever le numéro moteur sur le moteur et regarder si c'est un AM06, AM05, etc. Et là, tu peux demander directement à Porsche ou à des indépendants qui sont capables d'avoir les informations. Et eux te diront, bah, c'est un moteur avec un arbre d'IMS de tel diamètre. Voilà. Donc du coup, l'IMS, c'est un vrai sujet, parce que quand on met de l'argent dans une voiture, 30-35 000, c'est la cote moyenne de celle-ci, suivant l'état général, pour une boîte en tout cas Tiptronic, bah ouais, c'est sûr, tu dis putain, si je casse, j'en ai pour 20 000 de moteur. Mais t'es pas à l'abri d'acheter une autre marque de voiture et de casser le moteur également. Ça change rien finalement. Par contre, je peux comprendre que t'aies peur, mais si tu commences vraiment à avoir peur pour l'IMS, c'est que tu achètes la voiture et que tu es en bout de budget. Si tu es en bout de budget, économise un peu plus, prends-en une autre. Ou alors, prends la règle de... Moi, par exemple, sur celle-là, elle a 167 000 km. Si l'IMS aurait dû péter, ce serait déjà fait depuis longtemps. Tu vois? Par exemple, j'ai pris contact avec deux indépendants, dont MCG Propulsion, qui sont vers Belfort. Donc eux, c'est vraiment des spécialistes, des préparateurs d'une compétence redoutable. En plus, je suis allé là-bas parce que j'aimerais bien
Voilà, ils font des préparations, mais on reviendra dessus. Peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra faire un épisode sur eux, mais ça va falloir que j'aille voir. Mais en tout cas, même eux, ils m'ont dit, écoutez, monsieur, l'IMS, il n'a pas cassé à ce moment-là, c'est qu'il ne devait pas casser. Et on ne fera jamais un remplacement d'IMS, parce qu'en fait, ou vous remplacez par celui d'origine, ce qui est préconisé par Porsche, mais du coup, bah, même problème, même combat. En plus, sur une Tiptronic, bah, c'est pas dire je fais l'embrayage, et en même temps je fais l'IMS. Bah, une Tiptronic, c'est une boîte auto, t'as compris, il n'y a pas enfin, tu fais pas de disque d'embrayage. C'est pas du tout le même principe. Donc toi, même des spécialistes veulent pas toucher l'IMS s'il va bien. Donc t'as compris qu'il fallait pas le toucher. Puis comme ils disent, même quand on le change, ou on part sur de la pièce Porsche, mais c'est la même topo, ou on part sur des produits qui sont adaptés, et suivant la marque que le mec t'a choisi, tu peux tomber sur quelque chose de pas terrible. Donc en fait, t'as presque plus de chances de le casser derrière que de le casser si tu l'avais laissé. Donc je te conseillerais un achat sur quand tu achètes ce type de voiture là, un peu plus kilométré, entre 140 000 et 180 000. C'est une Porsche 911. Tu sais, elle a des kilomètres. J'ai eu un temps une 964 et je l'avais acheté 250 000 km. Et quand je l'avais acheté, je m'étais dit, oh là là, 964. À cette époque-là, elle valait pas grand-chose, elle valait dans les 20 000 euros. Je m'étais dit 250 000 km, moi qui étais habitué aux voitures, alors j'aime la France, hein, mais les voitures françaises à ce moment-là, c'était pas ouf. T'as un bruit nouveau récent tout le temps. Enfin voilà, je me dis, putain, une voiture de 250 000 km, c'est chaud. Mais en fin de compte, j'ai rencontré un Porschiste qui avait la même avec plus de 600 000 bornes. Autant te dire que j'ai acheté, j'ai revendu par la suite, nos problèmes quoi. Et donc aujourd'hui, prendre une voiture, une 911 de 160 000 km comme celle-ci, bah vas-y, fonce. Fonce, fonce, fonce. N'hésite même pas une seconde. Tout va bien. Et cette fameuse boîte Tiptronic, elle a aussi un mode manuel. Le mode manuel, on en parle, c'est facile. Je décale sur la gauche. Je suis en mode manuel. Alors au niveau du levier, il est complètement fixe. Hein. C'est le changement de vitesse se fait au volant par ces deux interrupteurs. Alors là, je suis fan de 911. Alors là, Porsche, ils nous ont pondu un truc digne de l'incompréhension la plus totale. En fait, vous avez un bouton gauche. Si tu montes sur le bouton, tu montes le rapport. Si tu baisses sur le bouton, tu baisses le rapport. Il y a exactement le même bouton à droite. Le principe des palettes au volant, donc là, c'est juste qu'elles sont devant, c'est de pouvoir se dire à droite, je monte, à gauche, je descends. Ah, là, pas du tout. Ça veut dire qu'en gros, tu conduis sur circuit, chose que j'ai fait. Tu as le pouce droit qui est en haut en attente et tu as deux pouces gauche qui est en bas en attente. Donc là, autant te dire que c'est un peu le bordel, mais tu t'habitues. Tu t'habitues assez vite, c'est pas très gênant au final. C'est la voiture qui est comme ça, tu fais avec, tu t'habitues. Par contre, quand tu conduis vraiment, que tu commences à enchaîner les virages, c'est pas impossible qu'avec la paume de ta main, qu'en tournant, eh ben, tu te retrouves à toucher ce fameux bouton qui est à un endroit incroyable, hein, qui est directement sous ta paume, et à monter ou baisser un rapport, ce qui peut vraiment te faire pas forcément du bien. Donc là, la voiture est chaude, on est à 80 degrés pour le liquide, on est à 90 pour l'huile moteur, c'est-à-dire que potentiellement on peut attaquer. Enfin attaquer, on est sur route, on fait attention, on dépasse pas 80, mais quand on est sur une route sinueuse comme ça, on peut sans problème y aller. Donc là je suis en 1, je suis en mode manuel, je passe les vitesses même au volant, et il me reste plus qu'à y aller. Alors là c'est facile, la voiture change de vitesse toute seule. J'ai accéléré, elle a fait la 1, elle a fait la 2, elle change de vitesse toute seule. On est en manuel, mais c'est elle qui change les vitesses toute seule. On ne peut pas faire de sur-régime comme ça. Le seul moyen de faire un sur-régime, mais c'est logique pour une saison sortie, c'est que là je suis en train de rouler, et en fin de compte j'arrive dans un virage, je suis en 3, je freine. En même temps, je rétrograde en 2. Le fait d'avoir rétrogradé, je peux plus passer. Donc là, je rétrograde, je prends mon virage. Et la voiture, sauf pour la 1, en rétrogradant en 2, là par contre, tu peux aller au rupteur. En fait, c'est assez simple. Si tu te retrouves à rétrograder en circuit
c'est normal, t'es en plein virage. Si elle se met à passer la vitesse en plein virage, ce serait dangereux. Donc le principe de utiliser une boîte Tiptronic sur circuit, il est franchement mais nickel. Vous voyez? Donc du coup, même quelqu'un qui se dit ah moi je veux l'acheter mais je veux aller sur circuit, bah c'est possible, en fait la boîte elle est bien faite. En manuel, quand tu vas accélérer à fond, elle va passer les vitesses tout seul en montant, mais à la fois tu l'aurais fait toi et là ça passe au meilleur des moments. Donc en utilisation circuit c'est top. Et quand tu vas arriver sur un gros freinage et que tu vas rétrograder, tu vas te retrouver dans le virage en deuxième et tu vas arriver vers les 7000 tours, bah elle va pas passer la vitesse au-dessus. C'est vraiment à toi de le faire, ce qui est logique. Donc du coup, l'utilisation circuit, c'est validé. On est sur un compromis. N'oubliez pas que vous êtes sur un compromis. On est sur une 911. Franchement, la voiture, elle va chercher le pain. Elle fait des chronos sur circuit. Compromis, les gars. Il y en a pour 30-35 000 euros. Tu veux quoi de plus? En plus, t'as une 2005, elle a une gueule récente. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? C'est génial. C'est un achat que je valide. Alors, est-ce qu'elle a des autres fonctions? Eh ben oui, on peut désactiver ce que je viens de faire. Ça veut dire que là maintenant, si j'accélère à fond dans un virage, techniquement elle dérape. Sauf que le mec que vous voyez là, il n'a pas le niveau pour la faire déraper. Donc oui, on peut le faire, mais non, on va pas le faire. Le but du jeu, c'est de la ramener entière. Je me remets en mode automatique, j'aime beaucoup ce mode là. Donc en termes de précision, la voiture franchement elle est précise de chez précise. C'est une 911, on a le toit ouvrant, magnifique, elle freine d'enfer, elle accélère nickel, la voiture elle est agréable comme jamais t'as vu. Les cheveux au vent. Eh, c'est pas beau ça? Ah, la 911, un rêve, un mythe. Cette voiture elle est incroyable. Franchement, en plus elle a 15 ans, on dirait pas. Aujourd'hui t'as 30 000 euros, alors 30, 35 000, ça va dépendre aussi de voilà comment est ton occasion. Elle est extraordinaire. On va aussi analyser les défauts de cette 911 parce qu'effectivement elle a 15 ans, donc ça veut simplement dire bah là on a 15 ans de recul sur une voiture. Donc où sont les défauts? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc déjà, hormis ces fameux blocs sur le volant pour passer les vitesses. Alors la boîte de vitesse Tiptronic, elle est juste géniale et exceptionnelle. Donc je vois tout de suite dans les commentaires ceux qui vont me dire non, c'est une PDK, ça vaut rien, ça vaut machin. Stop les gars, d'accord, ça vaut rien pour vous. Mais alors pour moi, je vous assure que j'en suis super content. Et je vous assure qu'il y en a plus d'un qui serait content avec ça. Effectivement, en termes de performance, c'est un peu en dessous. Mais j'ai envie de te dire, c'est normal, la PDK, c'est la génération d'après. Tu voudrais quoi? Que la Tiptronic soit équivalente à la PDK? Et là, tu dirais quoi? Ouais, la PDK, on met de l'argent dedans, elle est pareille que l'autre. Bon, bah jusque là, tout va bien, quoi. Par contre, la Tiptronic, pour son époque, elle est top. Elle est même avant-gardiste. Tu arrives à l'utiliser sur circuit, elle est intuitive. Tu peux pas trop faire de sur-régime, sauf si tu rétrogrades, mais quand on arrive là, c'est que tu as un niveau minimum. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire de délire, quoi. Tout va bien, tout va bien. C'est une boîte géniale, c'est une voiture top. Par contre, dans les défauts, ben voilà, ce gros truc qu'il y a au volant. Il n'y a pas vraiment en plus la possibilité de faire autrement. Je sais que sur les phases 2, si vraiment tu adores ta voiture et que tu veux des palettes, eh ben tu peux prendre le volant de la 997 des générations d'après et l'adapter sur la tienne, ce qui te permet d'avoir les changements de vitesse bien mieux. Mais encore une fois, c'est une adaptation qui va te coûter entre environ 3000 balles parce que tu as l'achat du volant et la main d'œuvre, plus le fait de relier et que ça fonctionne, possible, mais à quel prix? Franchement, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Les plastiques. On parle des plastiques de la Porsche 911, franchement, de la 997, pardon. C'est simplement de là, vous avez compris, c'est de là. Regardez les boutons là, ils vieillissent très très mal. Les plastiques sur les côtés, ils vieillissent très très mal.
Voilà, les petits plastiques, c'était une sorte de mode à l'époque, de plastique brillant comme ça, qui était mode, tendance, voilà, c'était nickel, mais c'était, et ça vieillit mal. Alors après, il suffit de les faire déposer, de les faire repeindre ou de les faire retravailler, et tu repars sur un véhicule complètement top. Donc ça veut dire que le petit souci de vieillesse se résout. Au niveau des cuirs, bah celle-ci, tu te doutes bien qu'avec 160 000 km, elle en a vu passer des culs, entre guillemets. Ben regarde, le cuir il est encore nickel, le simili cuir pour être exact, il est encore nickel. Au niveau du pavillon, l'espèce de moquette tassée, je sais pas trop ce que c'est, pareil, impeccable, le tableau de bord, nickel. Alors on dit qu'il y a 5 vaches pour faire un tableau de bord, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais vu ça un coup dans une vidéo de Porsche, donc à vérifier, mais en tout cas, toutes les parties simili cuir, elles sont nickel. En fait, le seul souci qui a mal vieilli, parce que le volant il vieillit très bien, il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'usure, et pourtant à 160 000 km tu te doutes qu'il y en a eu de la main cramponnée là-dessus, et ben tout va bien. Les plastiques compteurs nickel, c'est vraiment les plastiques que je te montre en vidéo là qui sont à refaire et qui vieillissent mal. Maintenant, quels sont les autres défauts de ce moteur et de cette voiture? Bah en fait, j'en vois pas. Elle consomme pas plus d'huile. Le coffre à l'avant, on dit ouais, mais quand tu as une 911, tu pars à 2. Bah oui, tu pars à 2. À la base, la 911, c'est ça. Et puis à la rigueur, les places à l'arrière, c'est des places pour des enfants, voire des grands enfants. Quand tu commences en tant qu'adulte à aller derrière, déjà, il faut déjà un niveau de courbure pour accéder à l'arrière. Et une fois que tu y es, il faut un niveau de je me maintiens complètement tordu pour y rester. Donc c'est vraiment pas pour être à... On est à 2 ou 2,5, voilà, avec des virgules, il faut des gosses quoi. Par contre, le coffre à l'avant pour 2 est amplement suffisant. Il y a de la valise qui rentre, il y a absolument tout. Et si toutefois, tu pars avec madame, excusez-moi mesdames si vous regardez, mais vous êtes quand même bien d'accord qu'au niveau des fringues, entre nous, on part 4 jours, ça veut dire 4 caleçons, 4 chaussettes, 4 t-shirts, un pantalon, un short au cas où l'affaire est réglée. À vous, il y a déjà 4 vêtements différents pour chaque jour, suivant le temps, la température, l'humeur, notre humeur à nous, votre humeur à vous. Enfin, c'est plus complexe quoi. Hein, on est d'accord de ça. Et ben, il y a les sièges à l'arrière qui pivotent, qui se rabattent, et là d'un coup, tu as de la place pour partir avec un peu plus de bagages. Tout simplement. Et cette voiture, mythique cette voiture, la 911. En plus, la 997 phase 1, est-ce qu'elle vaudra plus d'argent? Est-ce que... Je sais pas. En tout cas, c'est la première à être revenue avec les optiques ronds de la grenouille. C'est la première. Avant il y avait la 996 un peu boudée parce que cette optique qui est charismatique des 911 n'a pas été conservée. Mais pour autant, on n'aime pas, mais c'est pas moche. Moi j'aime bien. Maintenant voilà, après c'est sûr que là c'est un autre look. Donc est-ce que cette 997 vaudra un peu d'argent plus tard? Est-ce qu'elle va évoluer? Je ne sais pas. Si elle évolue, je pense que c'est la phase 1 à 325 chevaux, ou alors la première S à 355, puisque les suivantes se ressemblent. Donc je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, on ne peut pas le prévoir, c'est un coup de poker. La 964, dès qu'elle a passé les 25 ans, donc moi je le sais, je l'avais à ce moment-là, puis je l'ai vendue carrément plus cher, parce qu'elle a eu 25 ans, puis tout le monde se l'est arraché. Et aujourd'hui, elle vaut un prix de dingue. Est-ce que c'était prévisible ou pas? Pas trop, les gens disaient non, c'est la 993, le mythe. Ça c'est l'avant-dernière AR, elle va monter un peu, mais c'est tout. Tu parles, elle a explosé. Donc est-ce qu'on peut vraiment se fier ou pas à ça? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, s'il y a bien un truc qui est sûr et certain dans une 911, peu importe le prix que tu la payes, elle vaudra toujours à peu près le prix que tu l'as acheté. Elle ne vaudra pas moins ou très peu. Malgré les années, malgré tout ce que tu... Aujourd'hui, tu vas sur un site d'occasion de voiture, tu tapes 911 à moins de 50 000 euros, t'en as. Tu tapes des 911 à moins de 35 000 euros, ah, t'en as déjà moins. Les seuls que tu as, c'est cette fameuse 996 avec l'optique différent et le moteur hyper fragile. Et en plus, enfin voilà, donc si tu veux, à part ce modèle-là, mais qui est très bien, hein, t'as pas vraiment autre chose. Donc tu ne prendras pas de risque à acheter une voiture même avec des kilomètres.
c'est pas rare de voir des annonces avec des voitures avec un kilométrage super important. J'ai déjà vu des annonces à plus de 300 000 bornes. Bah, la voiture, elle vaut plus 35 000, mais elle vaut toujours 25. Tu vois, franchement, il n'y a pas meilleur investissement. Tu roules avec, tu l'utilises, t'en profites, t'en jouis, t'es heureux. Tu vas sur circuit, tu vas chercher le pain, t'emmènes madame à l'hôtel. Techniquement, la 911, pour conclure, elle t'aide un peu, je pense. Beaucoup plus que autre chose. Donc, tu vois, si tu perds même un peu de sous, et au mieux, t'en gagnes, et au pire des cas, tu le vends le même prix, tu t'en sors bien. Donc, cette 911, je valide. Mais complètement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette 911 997 Carrera 2 Tiptronic de 325 chevaux, et c'est le 3,6 litres. On parle de ce modèle-là, pas d'un autre. Donc si dans les commentaires, tu pouvais me dire ce que t'en penses, si c'est une voiture que t'aimerais acheter, si tu penses que le prix par rapport à tout ce que tu peux bénéficier est cohérent, bah dis-le moi. Dis-le-moi, échangeons. Et puis rendez-vous une prochaine fois pour un prochain essai d'une voiture d'occasion, kilométrée. Et est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter aujourd'hui les voitures d'occasion? Ben, j'ai envie de vous dire comme les neuves. Les neuves aussi ont des problèmes, les neuves aussi vont au garage. Sauf que les neuves, t'as aucun recul. Celle-là, t'as quand même un recul, et aujourd'hui, franchement, elle fonctionne bien. J'accélère à fond. C'est pour la fin, mesdames et messieurs. À bientôt!